Bonjour et bienvenue. On est le samedi 31 octobre 2020. Alors normalement, on devrait être en train de regarder The Closet, mais on peut pas parce qu'il y a le confinement. Désolé. Mais non, on aurait même terminé puisqu'avec le couvre-feu, ça serait déjà fini. Même. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est une séquence un peu spéciale du podcast Certains l'aiment à chaud, parce qu'on devait couvrir cette semaine le FFCP 2020, la 15e édition du FFCP. Et hélas, vu les conditions sanitaires, le confinement l'a interrompu au milieu de l'édition. Alors, on voulait continuer la fête un peu, on voulait en profiter. Et donc, pour compléter un peu l'émission qu'on a déjà mis en ligne, on a un invité ce soir, un invité particulier, puisque c'est le programmateur du festival, c'est David Treadler. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Salut David. Tu es programmateur, alors tu es programmateur du FFCP, le festival du film coréen à Paris. Tout à fait. De ce que j'ai compris, t'es dans l'aventure depuis le début déjà. Je connais le festival depuis le début, je l'ai rejoint en cours de route. Ouais. Je l'ai rejoint je m'embrouille moi-même dans les chiffres. En fait, je suis devenu programmateur à la 8e édition. Avant, j'étais intervenu quelques éditions avant pour participer à des questions-réponses. Comment t'es arrivé dans le FFCP? C'est quoi ton histoire au départ? Je me suis trouvé au bon endroit au bon moment, je pense. Je fréquentais le FFCP en tant que spectateur, depuis la première édition. Et au début, il y avait quand même assez peu de spectateurs, donc on se repérait vite. Et à l'époque, je tenais un blog où je racontais un peu mes aventures dans les salles obscures parisiennes. Et du coup, j'ai commencé à couvrir un peu le festival. Je racontais mes aventures au festival. Et puis à cette époque-là, je suis devenu très intéressé par le cinéma coréen. Je suis parti en Corée pour me balader. Je suis allé au cinéma en Corée. Je racontais mes aventures dans les salles obscures coréennes. Et du coup, le directeur de l'époque du festival, m'avait proposé une accréditation pour couvrir le festival plus encore. Et puis d'une chose à l'autre, je suis devenu assez ami avec les gens qui organisaient le festival, et puis une place de programmateur s'est libérée un beau jour et on me l'a proposé. Et la seconde année où j'étais dans l'équipe, tous les programmateurs sont partis, ils avaient fait c'était la fin de leur cycle un peu, ils avaient envie de passer à autre chose, et du coup j'étais le programmateur senior, j'ai été bombardé chef programmateur. Et donc alors au-delà par exemple de la manière dont ça s'est passé cette année, en général, du coup, comment en fait se passe un calendrier de programmateurs de festival? À partir de quel moment est-ce que tu commences à sélectionner ce qui va être diffusé? Comment se passent les rapports que tu vas avoir avec les distributeurs étrangers? Enfin, comment justement tout ça s'organise en fait par étapes? Du coup, en général, quand une édition se termine, début novembre, j'hiberne pendant 2 mois à peu près pour me remettre de mes émotions et de la fatigue cumulée, et ça reprend à partir du début d'année, en janvier, février. On commence à recontacter les distributeurs, les vendeurs pour commencer à recevoir des films. On fait des visionnages à partir de février à peu près, mais à un rythme au début assez tranquille. Je regarde un film par semaine, 2 films par semaine, et puis les choses s'accélèrent vers avril-mai, où là on commence à recevoir beaucoup de films. Et puis en juin à peu près, on va dire que je renonce à toute vie sociale et je reste chez moi à regarder des films tous les jours pour commencer à faire la programmation au début juillet. Comment est-ce que vous choisissez les films? Vous êtes plusieurs à sélectionner les films? On est plusieurs, ouais. Du coup, c'est essentiellement pour la section principale, la section paysage, où on retient certaines années. Alors, les années en général, on en retient à peu près 14-15. Là, cette année, c'était une année un peu particulière. On avait décidé d'en retenir moins. On en a retenu 11 pour faciliter la logistique sur une année compliquée. Oui, c'est ça. Vous avez prévu, parce que il y avait déjà le premier confinement quand vous travailliez sur la sélection. Ouais, en fait, du coup, le premier confinement, c'était en mars. On avait déjà commencé les visionnages, en fait.
Ouais. Mais du coup, dès fin février, en fait, en Corée, les films ont arrêté de sortir en salle. Donc, tout au long du printemps, on s'est rendu compte que cette année, il y aurait beaucoup moins de films à voir. Et du coup, on s'est dit déjà, va peut-être falloir réduire le nombre de films, vu que de toute façon, habituellement, on voit une bonne centaine de films, et que cette année, avec un peu de chance, on en verra 75, mais on n'était même pas sûr d'en voir autant. Ouais. On s'est dit que ça allait être une année difficile, compliquée, qu'il n'y aurait pas d'invités, très probablement. Au fil des mois, on s'est rendu compte que ça serait compliqué d'avoir quelqu'un, et que ça allait être une année compliquée pour nos sponsors, et que du coup ça serait compliqué d'avoir de l'argent, et que du coup si c'est compliqué d'avoir de l'argent, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de films, puisque les films ont payé des droits de diffusion. Et du coup, c'est tout un tas de paramètres qui ont fait que, avant même qu'il y ait les soucis qu'on a rencontrés sur les dernières semaines, on s'est dit faut faire une édition allégée, parce que sinon ça va être trop compliqué à gérer et on prendrait trop de risques. Très rapidement, on s'est dit on va mettre moins de films, on va sucrer des sections et ça sera beaucoup plus facile. C'était de toute façon plus compliqué finalement que prévu. Parce qu'on le rappelle, la sélection paysage, donc du coup, c'est surtout ce qui va représenter en quelque sorte la compétition. Donc des films qui sont moins des films excessivement connus. Enfin, je sais pas pour là-bas, tu me diras, mais en tout cas des choses qu'on n'aurait pas forcément en général en salle à nous, qui vont pas s'exporter. Et après, vous avez en général aussi donc les grosses avant-premières avec les films qui sont plus des gros films à succès, mais aussi les rétrospectives et tout ça. Donc là, vous avez dû faire une croix sur énormément de choses au final. Ouais. Voilà, on a réduit la section classique. D'habitude on a une section qu'on appelle portrait, où on choisit un des premiers films qu'on a préféré, et puis on invite le réalisateur ou la réalisatrice à venir avec aussi tous les courts-métrages qu'ils ont fait. Et puis on a une section focus. Alors parfois c'est sur un cinéaste, parfois c'est sur un genre ou une thématique, et là on a dit pareil, pas de section focus. C'est vrai qu'habituellement c'est à peu près 30 longs métrages, et là cette année on en avait prévu 19 je crois. Ouais, 19, c'est ça. Enfin, c'est ce que j'ai compté en comptant les documentaires et autres. Et aussi sur la sélection, alors il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas chez nous. D'ailleurs, dans une interview, déjà pour la 10e édition, ouais. J'ai trouvé, tu disais 95% des films projetés ne sortiront pas en France. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ça fait partie de votre sélection ? Est-ce que vous choisissez des films qui n'arriveront pas chez nous ? Pour la section paysage, en tout cas, effectivement, on choisit des films qui déjà n'ont pas de distributeur. Déjà, c'est vrai qu'en règle générale, les films coréens qui ont un distributeur en France, ça se compte assez rapidement. Les bonnes années sur les doigts de deux mains, et les années un peu plus difficiles sur les doigts d'une main. Donc l'idée de cette section, c'est surtout de montrer le cinéma coréen qu'on connaît peut-être un peu moins bien, ou qui est pas forcément visible. On a justement cette case un peu avant-première dans laquelle cette année on avait notamment L'homme du président qui était prévu pour des films qui vont sortir, et puis c'est juste l'occasion de les montrer un peu en avance. Mais l'idée c'est plutôt de montrer qu'il y a autre chose dans le cinéma coréen que les quelques films qui sortent en salle, et autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir du cinéma coréen. C'est ça. Alors on pense au succès récent de Parasite. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le rapport avec la Corée pour justement importer des films coréens en France ? Je pense pas, ça a pas tant changé des choses pour aller chercher les films, ça a plus changé des choses sur la manière dont le cinéma coréen est perçu, et sur du coup l'intérêt qu'a pu susciter le festival l'année dernière, en 2019, l'année où il y a eu Parasite. Alors c'est vrai qu'en plus cette année-là, nous on avait invité Song Kang-ho, donc ça a multiplié l'attention. C'est vrai que cette année-là, du coup, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec une couverture presse un peu plus importante, parce que tout le monde s'était intéressé à Parasite. Comme il y avait Song Kang-ho, tout le monde voulait rencontrer l'acteur de Parasite. Mais tu m'étonnes. Mais même en tant que public, c'est vrai qu'on voyait, enfin nous pour avoir vu du coup on a vu, enfin je dirais il y a 2 ans, on nous avait dit que c'était assez charnier en fait. Ce que nous disait le personnel du Publicis, c'est que ça commençait justement à avoir un public de plus en plus prononcé. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait du mal à justement trouver des places pour les séances. On voyait qu'il y avait énormément de monde. Donc du coup, j'imagine que là, vous avez dû réduire la jauge aussi de toute manière
en accord avec le cinéma par rapport au nombre de personnes bien sûr, ouais. acceptées. Mais du coup, est-ce que la jauge que vous aviez prévue, malgré tout, était remplie? Donc la question c'est, est-ce que malgré tout ça, et malgré le fait qu'il n'y avait pas tous ces événements-là, les gens, tu considères qu'ils étaient quand même au rendez-vous puisque le nombre de places prévues était prise? Oh, les gens, ils ont été largement au rendez-vous, hein. Franchement, les chiffres là sur les 2 jours, mercredi, jeudi qu'on a pu faire. Bon, la séance d'ouverture, c'est toujours un peu à part parce que c'est toujours la séance gala. Il n'y a pas forcément tout le public du festival, mais les séances de mercredi, jeudi, les chiffres étaient super bons. Sur la séance du mercredi matin à 11h, on avait énormément de monde. Alors ça a forcément joué que les gens savaient que le festival allait peut-être pas durer longtemps, parce que c'est vrai que nous on l'a lancé en sachant qu'on n'irait peut-être pas au bout, mais on était sur des bases hautes de chiffres, d'autant qu'on a eu que des séances, on avait des séances qui à 11h, 14h et 17h, ce qui habituellement nous les autres années c'est des petites séances. Enfin, 17h c'est des séances à partir desquelles le public commence vraiment à venir au cinéma en sortant du boulot, ou à partir de la fin d'après-midi. Nous on n'avait pas le choix, c'était notre séance de 17h, c'était devenu notre séance de 20h, donc on avait tout intérêt à avoir du monde, et on était complet ou quasi sur nos séances du soir de fin d'après-midi, quoi. L'annonce du couvre-feu est tombée quelques jours, un peu plus d'une semaine à peine, enfin environ une semaine avant. Ouais, c'était à 12 ou 13 jours avant le festival. Ouais. Un peu plus d'une semaine avant le début du festival. Vous-même, vous aviez fait la programmation, vous aviez édité les programmes, vous aviez tout bloqué. Comment on réagit quand l'annonce tombe ? C'était assez compliqué. Quand l'annonce tombe, nous, effectivement, tout est déjà parti sous presse, tout est prêt, quoi. On n'a plus qu'à faire les derniers aménagements. Du coup, quand l'annonce tombe, c'est simple. On se pose 2 grandes questions, quoi. On continue en réaménageant tout, en recommençant tout à zéro, ou alors on arrête, quoi. Donc on s'est laissé un petit peu de temps pour réfléchir, pas trop parce qu'on était quand même à 2 jours du festival et qu'il fallait continuer à avancer, mais on a posé le pour et le contre, et au final on a décidé de continuer en accord avec le Publicis, en cherchant la meilleure formule pour continuer. Et on pensait l'avoir trouvé avec ce réaménagement, où on s'est dit on n'aura plus la place de mettre sur une semaine toutes les séances qu'on avait prévues, donc on va décomposer le festival en 2, on va faire une semaine un peu comme d'habitude, et les séances qu'on peut pas caser, on va les reporter sur les week-ends, sur les dimanches de novembre et décembre, pour faire un festival en 2 temps, dont une partie au long cours. Et c'était une formule qui nous plaisait bien, qui plaisait bien au Publicis, et on y croyait pas mal, et c'est vrai que on pensait vraiment qu'on allait pouvoir le faire comme ça, quoi. Alors c'est vrai que l'édition est un peu particulière cette année, parce que si je me souviens bien, tous les films d'habitude passent la première semaine, entre guillemets, et passent parfois 2 fois la plupart du temps. Cette fois-ci, les films ne passaient qu'une seule fois, et d'ailleurs vous utilisiez surtout la grande salle. Est-ce que c'était par peur pour la fréquentation, ou comment ça se passe ? Non, en fait c'est vraiment juste en réaction au couvre-feu, parce que déjà on avait déjà pas mal allégé, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux autres années, avant même toutes ces histoires, pour une question de logistique par rapport à la situation et autres. Donc quoi qu'il arrive, on avait moins de séances de prévues avant l'annonce du couvre-feu. Quand le couvre-feu est tombé, on pouvait plus tout caser. Donc en fait, comme on a des films qu'on passe 2 fois, soit on décidait de laisser à peu près comme ça, et puis les films du soir on les passait à un autre moment, mais ça marchait pas trop, puisque comme la section paysage par exemple et la section événement, on passe chaque film 2 fois, et si on n'avait pas fait ce système où finalement on ne passe les films que dans la salle 1 parce qu'on en retire beaucoup, on se serait retrouvé avec un espèce de déséquilibre, puisque certains films de la section paysage seraient passés 2 fois pendant la semaine, et puis les autres en dehors de la semaine, et vis-à-vis des distributeurs et vendeurs coréens, on aurait risqué que certains se disent pourquoi notre film il passe 2 fois pendant la semaine, et tel autre film il passe qu'une seule fois.
faut aussi jouer un peu les équilibristes avec les ayants droit. Vous avez préféré équilibrer. Voilà. Juste après l'annonce du couvre-feu, vous avez suspendu l'organisation le temps de vous réorganiser. Ouais. Et donc, vous avez annoncé assez peu de temps après le nouveau programme, vous avez décidé de vous lancer. Le couvre-feu, déjà, c'était un sacré handicap. Il y avait des rumeurs de reconfinement qui sont arrivées plutôt sur les premiers jours, enfin, qui ne sont pas arrivées tout de suite, mais qui sont arrivées ensuite. Qu'est-ce qui fait que finalement, on y va ? Je pose la question parce que je vois que dans l'édito, alors c'est le comité exécutif, donc c'est collectif comme texte, mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est « parce que arrêter aurait pu nous être fatal ». Est-ce que c'était une question de vie ou de mort de faire le festival cette année ? En fait, c'est assez imprévisible, mais c'est vrai que la vie d'un festival, elle tient énormément, elle tient à deux choses, elle tient à la passion de ceux qui l'organisent, puisque tout le monde est bénévole et que ça demande un temps et une énergie monstre sur plusieurs mois, et ça tient à l'argent que peuvent donner les sponsors, qu'ils soient publics ou privés, et arrêter le festival une année, ça démobilise la passion de ceux qui le font. C'est compliqué de se donner un an de repos, ne plus faire le festival pour remobiliser les troupes, c'est pas toujours évident. Et c'est dangereux vis-à-vis des sponsors qui prennent l'habitude chaque année de réserver un budget pour ce genre d'événement, et si d'un seul coup ils le réservent plus, après finalement ils peuvent se dire cet argent-là l'année suivante finalement on le réinjecte plus parce que ça nous a bien arrangé, ça nous arrange bien finalement de pas avoir cet argent. Donc peut-être que ça serait pas le cas, mais ça pourrait être le cas. C'est un peu compliqué, et les festivals, il y en a beaucoup qui disparaissent d'une année sur l'autre. Il y a beaucoup de festivals qui font une édition, 2 éditions, 3 éditions, peut-être 10 éditions, et à un moment ça s'arrête parce que c'est quelque chose de fragile. Et si on fait une pause comme ça, pendant 2 ans il y en a pas, on prend le risque que ça reparte pas. Et on sait pas ce qui se passe l'année suivante, et quand nous on décide de continuer le festival malgré la situation, on sait pas si l'année suivante ça va aller mieux, on sait pas ce qui va se passer en 2021, et du coup si ça ne va qu'en empirant, peut-être que l'année suivante on ne peut pas, ça sera encore plus dur de le faire, et du coup ça peut vouloir dire si on avait décidé de pas le faire en 2020, que en 2021 ça sera encore plus dur. Si les tournages reprennent pas en Corée, s'il y a encore moins de films qui sortent, on le fait pas non plus en 2021, et ça fait 2 années sans festival, et puis après c'est encore plus difficile. Après c'est un engrenage. Ouais, c'est un engrenage, exactement, et du coup on se dit vaut mieux faire tout ce qu'il est possible de faire pour le faire, et si on n'y arrive pas, au moins on aura tout essayé, que abandonner facilement, et puis après on peut arriver sur une espèce de pente douce vers la disparition du festival. Ouais. Alors toi, quand avais fait ton intervention du coup sur le dernier film que nous avons vu, donc qui était Forbidden Dream, où tu nous as tous emportés par ton émotion d'ailleurs. Ouais. Tu disais justement que du coup que le festival ne s'arrêtait pas, que dès l'instant justement que toute cette situation serait terminée et qu'au moins certaines mesures seraient levées, ça repartirait. Est-ce que tu as toi du coup des inspectives concrètes par rapport à ça, des choses qui sont déjà plus ou moins actées? Est-ce que tu sais dans quelles conditions ça va repartir et qu'est-ce qui va être diffusé du coup à partir de là? Franchement non, parce que on sait tellement peu de choses sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, et on veut pas non plus repartir trop vite, parce que on voit bien que la façon dont ça avance et c'est géré au niveau du gouvernement, c'est une semaine on nous dit une chose, l'autre semaine on nous dit autre chose, donc on n'a pas envie de se retrouver dans une période où finalement ça va retomber de plus belle. Donc on préfère pour le moment se reposer, réfléchir doucement et attendre qu'une fenêtre qui nous semble vraiment propice et qui ne risque pas de se refermer brutalement se présente, parce que nous en fait on est prêts. Concrètement les films
les films ils sont là, les tradas sont là, nos catalogues, c'est pas les bons horaires dessus, mais on a écrit tous les textes qu'on voulait écrire, notre site il est prêt à repartir. Il nous manque vraiment pas grand chose, il nous manque juste une situation qui fait qu'on sait que ça va pas se refermer tout de suite. Donc on va attendre, on sait pas encore si on refera une semaine de festival, si on fera ça sur plutôt juste 2 week-ends ou 3 week-ends. Ce qu'on sait, c'est que voilà, à partir du moment où on l'a commencé, on a envie de le finir, parce que quand le couvre-feu a été annoncé, on s'était dit est-ce qu'on le reporte, est-ce que l'on reporte pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, mais à partir du moment où c'est commencé, ça nous paraît inimaginable de pas le finir, quoi. Donc ce qu'on va passer, c'est les films c'est toutes les séances qu'on n'a pas diffusées qui étaient au programme, avec des points d'interrogation sur quelques films, parce qu'il faut qu'on ait l'accord malgré tout des ayants droit, soit les studios pour les films de studio, ou les producteurs ou les vendeurs indépendants pour les plus petits films, mais faut qu'on se mette d'accord avec eux, mais l'idée c'est de pouvoir passer tous ceux qu'on n'a pas passé, qu'on n'avait pas vu passer. Et est-ce que vous avez envisagé l'option du numérique, de faire en ligne? Parce que je pense au Champs-Élysées Film Festival par exemple, qui avait choisi cette option pendant le premier confinement. Oui, mais alors c'est une option qui est même pas envisageable pour nous, pour des raisons déjà relationnelles avec les ayants droit. Les studios sont assez peu friands des éditions en ligne, et du coup l'accordent exceptionnellement, je pense, pour des festivals d'une autre stature que le nôtre, qui reste un tout petit festival à leurs yeux. Ouais. Pour des raisons de logistique, et puis surtout parce que nous on est une bande de passionnés qui aimons le grand écran et la salle obscure et le rapport direct avec le public, et notre passion c'est de faire ça, c'est de rencontrer le public, c'est de le présenter, et si c'est juste appuyer sur un bouton pour que chacun regarde chez soi, on n'aura pas la même envie, la même énergie pour le faire. Ouais, donc on est prêt à déplacer toutes les montagnes du monde pour amener au public les films, mais voilà, dans les conditions que nous on aime, quoi. Le confinement est arrivé au milieu, justement vous aviez déjà commencé, vous étiez engagé, vous avez commencé les projections, ouais. Et quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences matérielles, budgétaires en fait pour le festival? Est-ce que vous aviez engagé des frais auprès des ayants droit ou autres? Ou même pour les lieux, je ne sais pas, enfin en général? Pas du tout. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance quand même que ça intervienne assez tôt, nous, dans notre processus d'organisation du festival. Le confinement il arrive en mars. Nous en mars on a commencé les visionnages, mais les visionnages c'est juste recevoir des liens streaming et regarder les films chez soi. Donc on n'avait pas de frais engagés, on n'avait pas les conséquences sur le coup, elles ont pas été énormes. Ouais. La plus grande conséquence c'était, comme je disais tout à l'heure, que les films coréens ne sortaient plus en salle là-bas, et que du coup notamment cette année c'est sur les films de studio en fait qu'on a eu le moins de choix, quoi, finalement, puisque chaque année quand même en général en Corée il y a 2 films de studio qui sortent chaque semaine dans les salles et qui potentiellement peuvent nous intéresser pour une séance événement, pour l'ouverture ou la clôture, ou même pour notre section paysage, pour avoir un peu de films à profil plus grand public. Cette année, il n'y a aucun film de studio qui est sorti entre février et juin, donc tout de suite, le choix il était plus restreint, mais ça a pu nous poser des problèmes parce que c'est en plus pas toujours facile d'obtenir certains films auprès des studios qui peuvent rechigner, qui peuvent l'avoir promis à d'autres festivals en première européenne ou autre. Et du coup, le champ des possibles s'est restreint cette année à ce niveau-là. Je pense que ça a été la plus grande conséquence dans les premiers mois. Après, les autres conséquences ont été plus au niveau de l'organisation, mais ça faisait tellement de mois après que le confinement, qu'il y avait eu le confinement, ou que la pandémie avait eu toutes les conséquences sur la situation sanitaire, que on a organisé le festival autour de ça sans que ce soit non plus tout le temps
trop contraignant à partir du moment où malheureusement c'était rentré dans les mœurs, quoi. Et comment ont réagi les partenaires du festival après l'arrêt? Les partenaires, du coup, les sponsors, les choses comme ça. Je pense aux sponsors, je pense aux distributeurs, je pense aux publicistes. Alors le publiciste, si on a une idée, on sait qu'il était dépité, on parlait avec un peu c'est vrai qu'il y avait ces tristesses, mais on passe aux distributeurs, on passe aux sponsors. Les sponsors, très franchement, moi là actuellement je sais pas du tout, j'en ai pas parlé avec les personnes qui sont plus au courant. Ouais. Les distributeurs, on n'a pas encore eu d'échange très précis avec eux. Ils avaient été très compréhensifs au moment où on a dû tout réorganiser à 10 jours du festival avec l'histoire du couvre-feu. Ouais. Parce que du coup, on a dû les contacter aussi un par un pour leur dire, voilà, finalement, on va pas pouvoir faire le festival comme on l'a prévu. Normalement, on a les films pour une semaine, du mardi au mardi. Et là, cette année, voilà, il y a le couvre-feu qui est tombé. On peut pas faire de séance le soir. Et du coup, on aimerait que le festival se prolonge sur plusieurs semaines en novembre et décembre. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation? Et il n'y en a pas un seul qui nous a pas dit oui tout de suite. Donc, je pense que les distributeurs ont bien conscience. En Corée, on n'a pas du tout pris la situation sanitaire à la légère. Donc, ils savent très bien les difficultés que ça peut poser et ils se sont montrés très compréhensifs jusqu'ici, donc je pense qu'ils sauront se montrer compréhensifs aussi pour la suite. On va finir avec une note un peu plus légère. Alors j'ai 2 questions. Oui. La première, est-ce que tu retires quelque chose de positif de cette expérience? De l'expérience de ce festival avorté? Ouais. Oui, est-ce que je retire quelque chose de positif? Moi, je m'étais pas encore posé la question, mais tous dans l'équipe, on se dit que ça va de toute façon renforcer notre cohésion et notre envie de poursuivre les choses. Et c'est vrai que c'était sur le coup, c'est quand ça tombe, on voit pas le côté positif. Hein. C'est vrai que le soir de l'annonce, le mercredi soir, c'était très très difficile. Le jeudi soir, quand on a dû fermer boutique, c'était très très difficile. Et voilà, là c'est encore tout frais. Hein. On est 48 heures après cet arrêt forcé. Donc ça fait 2 jours que je me dis régulièrement dans la journée, tiens, là normalement je devrais être en train de présenter tel film, tiens, là on serait en train de discuter de tel truc, là on serait entre telle séance et telle séance. Et du coup c'est vrai que je pense que tant qu'on sera dans la semaine du festival, ça va être un peu compliqué. Mais on est tous conscients que voilà, malgré tout on a réussi à faire ces 3 premiers jours de festival et c'était déjà pas gagné de réussir à faire ça. Et on a eu surtout un retour des spectateurs qui a été incroyable pendant le festival et dès que ça s'est terminé, dès qu'on a annoncé qu'on pourrait pas aller plus loin, on a reçu un nombre de messages débordants d'amour assez incroyable. Wow. Et ça, c'est vrai que ça aide quand même à poursuivre et à se dire qu'il faut vraiment qu'on aille au bout. Et la question aux fans de cinéma coréen, alors pour les spectateurs qui s'intéressent au cinéma coréen, pour les fans de cinéma coréen qui aimeraient leur dose pendant le confinement, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, une recommandation de film ou autre, un petit coup de cœur en ce moment? Et récemment là il y a un film coréen qu'on avait passé au festival, je suis en train de réfléchir, est-ce que c'était il y a 2 ans, qui s'appelle Microhabitat, qui a été édité tout récemment, qui a été édité tout récemment en DVD Blu-ray en France et qui je crois est visible aussi sur Outbuster, sur Outbuster, qui est un film incroyable. S'il y a un film coréen à voir en ce moment, je pense qui est facilement visible en France et qui est du coup un de ces rares films que nous avons été chercher et qui
grâce à ça, a pu être distribué en France. Celui-là, je le recommande tout particulièrement. Et je me joins à la recommandation, tiens. Merci David Redler. Merci à vous. Bon courage pour la suite avec pour le festival du film coréen à Paris. On sera là. Merci. Dès que ça va réouvrir, on viendra. J'espère que ce sera pas trop rapidement parce que je veux pas qu'on se précipite non plus, mais dans le premier semestre 2021, j'espère. On croise les doigts pour. On croise les doigts. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Certains les Machos. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claac_podcast, CLAAC podcast. Retrouvez également l'épisode consacré au FFCP 2020 sur votre application de podcast préférée. On continue à enregistrer des émissions pendant le confinement, alors abonnez-vous pour les écouter dès leur sortie. On se retrouve très bientôt. Bon courage pendant le confinement. Bisous, bisous, bisous.